Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec Dimitri Carlet, auteur du livre Questions et Actions. Bonjour Dimitri. Salut David, Comment vas-tu? ça va bien. Écoute, je suis ravi d'être ici. Merci de m'inviter, c'est cool. Avec grand plaisir. L'idée aujourd'hui, c'est de parler de ton livre et en tous les cas de toutes ces idées, ces outils que tu partages dans un livre qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle Questions et Actions. Et donc là, je cherche même la couverture parce que je suis déjà beaucoup plus loin dans le bouquin. Voilà, Questions et Actions. Tu as intitulé ce livre Prendre le contrôle, passer à l'action et vivre ses rêves. C'est la promesse, en tous les cas, que tu fais avec ce livre. Mais avant de nous dévoiler comment on peut vivre ses rêves, est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté businessbonheur.com? Eh ben ouais, écoute, moi je suis Dimitri Carlet. Donc, comme on discutait un petit peu en off, j'ai plusieurs casquettes en même temps aujourd'hui. Donc, à la base, je suis salarié, je suis manager en supply chain et en amélioration continue. Donc, il y a des sujets qui sont un peu qu'on retrouve dans le livre, hein, qui sont aussi issus du côté professionnel. Et puis, à côté de ça, en fait, je suis aussi l'administrateur d'un groupe qui s'appelle Side Hustle France sur Facebook et d'une communauté, donc d'un site qui est lié aussi, qui s'appelle Side Hustle France. Et en fait, moi, je suis tout simplement un exemple vivant de ce qu'on essaye de partager là-dedans, c'est-à-dire que tu peux très bien être salarié et avoir des envies d'entrepreneuriat. Tu peux entreprendre sans risque à côté de ton job. Donc, on a créé un podcast qui s'appelle La Voix du Side Hustle, où d'ailleurs, je vais t'inviter très très bientôt, puisqu'on fait l'interview croisée aujourd'hui. Et voilà, donc très intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat. Et La Voix du Side Hustle, c'est vraiment basé sur ce terme américain de side hustle, qui est quelque chose qui m'a inspiré un jour, qui a été le fruit d'un déclic. On en parlait aussi, puisque tu parles de ça dans ton livre, Mets du bonheur dans ton business. Effectivement, il y a plusieurs déclics et moi j'ai eu ce déclic un jour de me dire, tiens, en fait, je peux très bien être salarié et ça ne m'empêche pas de créer un business à côté. Donc, Yes. comment on fait? Et puis effectivement, quand tu crées ton business à côté, quand tu as déjà un job, tu es obligé de trouver des raccourcis. Tu peux pas t'amuser à te former pendant un an. Il faut que tu ailles rapidement à l'action. Il faut que tu testes ton business rapidement avec des vrais clients tout de suite, même avant d'être complètement prêt. Et donc, voilà, ça a été le début d'une vraie passion pour tout ce qui est side business, side project et comment on fait pour. Au départ, c'était vraiment pour me booster moi-même qu'on a créé ce groupe-là. Et puis maintenant, on est plus de 800 personnes à se motiver au quotidien, à s'entraider sur la communauté. Et puis, aujourd'hui, j'essaye aussi moi-même, pas juste de parler généralement du side hustle. Mon side hustle à moi, mes side business, c'est principalement en ce moment les livres. Donc, je focalise toute mon énergie sur comment publier des livres, comment aider certaines personnes aussi à publier leurs livres business quand ils ont envie de s'en servir comme carte de visite ou pour développer, même vendre des livres, hein, parce qu'on peut aussi gagner de l'argent avec des livres, en particulier en auto-édition si on fait bien les choses. Mais voilà, j'ai plutôt un axe pareil, entrepreneuriat. Comment tu fais pour lancer un livre et donner toutes les chances pour qu'il marche d'un point de vue communication, marketing et aussi de contenu, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Effectivement, en plus, un livre, comme tu le notifiais, c'est un projet entrepreneurial à part entière. En tout cas, c'est la bonne manière de voir un livre, c'est celle-là. Et aux États-Unis et même en Angleterre, ils l'ont très bien compris. Et Mm-hmm. donc, voilà, tu te diriges vers cette voie où, en tout cas, tu es déjà en plein dedans. Et c'est une bonne chose parce que, euh, comme j'aime le dire, la vie est faite de déclics et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a publié un livre, on ne sait pas à qui ça va générer un déclic, on ne sait pas chez qui ça va générer un déclic, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, comme ça un écrit et un écrit reste, eh bien, on va pouvoir impacter positivement la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est notamment pour ça aussi que j'ai voulu écrire un livre et que c'est très certainement pour cette raison que tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux me confirmer ça ou me contredire si je suis pas dans le bon, mais voilà, m'en dire un peu plus sur Ah, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire Questions et Actions, en sachant que c'est pas ton premier bouquin d'ailleurs.
Ouais, ah bah, alors il y a plein de choses qui font que j'ai eu envie d'écrire un livre. Comme tu dis, ça a été un déclic aussi. Je pense qu'on se rejoint parce que sur la partie où ça a aussi un moment donné où quelque chose qui reste que tu donnes, que tu partages et en te disant, bah, peut-être que ça peut aider d'autres personnes. Moi, j'ai appris certaines choses. Euh, Moi, je t'avoue aussi que j'écris souvent un livre pour m'améliorer moi-même. Pour moi, c'est mon meilleur outil de développement personnel, c'est d'écrire un livre. Quand tu écris un livre sur un sujet et que tu n'as pas envie d'être complètement ridicule, tu es obligé de te documenter, tu es obligé de faire une revue personnelle de qu'est-ce que tu as encore toi-même à améliorer. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur l'organisation personnelle et ben, je me remets en question sur ma propre organisation, forcément. Donc, c'est toujours l'occasion, en fait, toi-même de progresser. Et puis, effectivement, le but final, c'est avant d'avoir une vision de vente. Moi, j'aimerais vendre plein de livres, forcément. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est ce qui a été vraiment ce qui donne envie de recommencer souvent, parce que c'est quand même du travail, écrire un livre, c'est quand tu as des vrais commentaires de gens que tu connais pas, qui viennent et qui disent ah, ça m'a vraiment aidé, merci pour ton bouquin, tu vois. Et c'est des remerciements qui viennent parfois 1 an ou 2 ans plus tard. Et c'est là que tu vois vraiment l'importance que peut avoir un livre sur ta vie, sur celle des gens. Et donc voilà, j'ai dit plein de choses là, c'est tout un mélange, mais c'est vraiment ce que je ressens à chaque fois que je me lance dans un projet de livre, c'est que tu multiplies les opportunités pour les autres et pour toi en même temps. Ouais, c'est clair. Et en plus, bah, le meilleur moyen à un moment donné de devenir bon dans un domaine, c'est d'apprendre, de mettre en pratique et puis de transmettre. Et quand on écrit un bouquin, bah, on transmet ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en pratique. Et donc, forcément, on s'améliore. Et donc, je te rejoins totalement sur cet aspect-là. Bah, je te propose du coup de rentrer dans le vif du sujet avec bah, quelques questions sur questions et actions qui est ton Ouais, dernier ouais, ouais. livre que tu as sous-titré donc Prendre le contrôle, passer à l'action et vivre ses rêves. Alors dans l'introduction du livre, tu parles du bonheur au travail. C'est un point essentiel sur lequel je suis focus moi-même avec l'Académie Mhm. Business Bonheur et le livre Mets du bonheur dans ton business. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta vision d'un travail épanouissant, ta vision d'un business bonheur. Concrètement, qu'est-ce que toi tu mettrais derrière quelle est la définition que tu donnerais à un travail épanouissant? Alors, c'est pas facile à. Effectivement, je pars dans une introduction où j'essaye de parler à vraiment un maximum de possibilités, un maximum de situations dans lesquelles différentes personnes peuvent être, qui viennent de mon vécu, d'entourage, et aussi beaucoup de témoignages que j'ai bah, justement dans la communauté. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une façon de voir le business d'un point de vue idéal et le meilleur équilibre professionnel vie personnelle. C'est vraiment et c'est pour ça que c'est pas un question, c'est pas un livre lapsus, c'est un livre de questions, c'est pas un livre de réponses parce que pour moi tu peux pas trouver le bon équilibre si tu te poses pas ces questions-là et bien sûr tu trouves plein de livres de développement personnel qui vont te donner des recettes qui fonctionnent très bien hein, et moi je suis friand de ce genre de livre aussi, ça m'a aidé beaucoup. Mais là j'avais envie de faire un livre qui est un peu plus compliqué, je vais pas mentir aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est qu'effectivement c'est plus difficile quand tu lis un livre qu'il faut prendre un papier et un crayon et essayer de trouver tes propres réponses. Donc, prendre le contrôle, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est toi qui dois faire tes propres réponses pour pouvoir toi-même trouver le travail épanouissant. C'est-à-dire, je botte un peu en touche quand je te dis ça, c'est un peu une réponse de Normand, mais c'est vraiment comme ça que j'ai construit le livre. Écoute, c'est une, c'est la, c'est la réponse dans tous les cas que tu as donnée. Et ce qui est intéressant là-dedans, je me permets de rebondir, c'est sur ce côté où le livre que tu as écrit est en fait un catalyseur. Les personnes ont les réponses en elles. Et en fait, le livre est un catalyseur qui invite à l'introspection, bah, tout d'ailleurs comme le mien. Mais c'est clair que c'est comme ça qu'on peut changer. Alors, ça demande plus d'implication. Ça, c'est vrai aussi, puisque ben, ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme un livre de divertissement. Déjà, c'est un livre de non-fiction qui amène à s'interroger sur soi-même. Il faut déjà oser aussi se remettre en question, accepter qu'on est peut-être à côté de la plaque aussi. Hein. Ça, c'est aussi ce que tu partages
sous-jacent, en tous les cas, aux propos que tu partages dans le livre. Et d'ailleurs, tu cites Voltaire à un moment donné dans la partie Le pouvoir des questions. Euh, Voltaire a dit un jour: juge un homme par ses questions plutôt que par ses réponses. Euh, pour rebondir, est-ce que tu pourrais développer cette idée et nous expliquer pourquoi tu as choisi cette citation? Alors, pour différentes raisons, mais effectivement, c'est un peu ce que je viens de dire. Effectivement, si tu veux, on part tous d'une situation à un moment donné, et même, tu vois, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, je partais aussi de ma propre situation. C'est-à-dire que dans l'aspect qui me plaît aussi dans le livre, c'est que tu écris et tu comprends des choses en même temps que tu écris. Donc, ça te permet encore d'affiner. Effectivement, il y a des choses que tu sais, il y a des choses que tu as envie de transmettre. Et il y a aussi des choses que tu découvres au moment où tu écris. Et en tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai quand je me mets au travail sur un livre. Et donc, même l'auteur, voilà, on n'a pas réponse à tout dans ce livre-là. Effectivement, tu as des parties où tu dois t'impliquer, trouver des réponses. La promesse qui est faite, c'est que si tu fais cet effort, qui n'est pas facile, c'est sûr, mais c'est un engagement, et là, tu peux vraiment améliorer et trouver des choses, comme tu disais, qui sont des réponses qui sont déjà en toi. Ça catalyse les choses. Et finalement, après, il y a la notion de progrès. On va voir certaines personnes donc, on va trouver chanceuse peut-être parce que déjà, soit on ne voit pas le travail qu'il y a derrière et les questions qu'elles se posent elles-mêmes pour en être arrivées là, euh, ou parfois des gens qui seront très très chanceux, qui ont de la réussite surtout, et parfois ça nous donne de l'envie. Effectivement, je vais plus être impressionné par quelqu'un qui part d'une situation qui n'est pas forcément gagnée d'avance, qui va vraiment se poser ces questions-là pour progresser. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'ai compris cette citation de Voltaire, que moi, j'aime particulièrement. Bon, j'ai jamais été un grand littéraire, à vrai dire, quand j'étais un étudiant, mais les quelques rares auteurs qui m'ont plu, qui m'ont marqué, c'était Voltaire sur toute la partie sur le chemin initiatique, Candide, etc. Donc, c'est quelque Yes. chose qui m'a marqué, ouais, un auteur que j'aime bien. Ben écoute, c'est top. Et donc, ce livre Questions et Actions, euh, j'invite vraiment, en fait, toutes les personnes qui suivent la communauté Business Bonheur à se procurer ce livre parce que il est complémentaire à mettre du bonheur dans ton business. Et je dirais même que c'est un très, très bon prémisse pour les personnes qui ne sont pas forcément dans le business. Parce que voilà, moi, mon livre, il est focus, il est destiné aux chefs d'entreprise ou aux personnes qui ont envie de créer une entreprise, alors que ton Mhm. livre, tu as fait le choix de l'écrire, comme tu le disais là tout à l'heure, euh, pour aider celui qui veut à se remettre en question et à vivre ses rêves en passant à l'action. Est-ce que j'ai bien résumé en tous les cas ce que ce pourquoi tu as écrit ce bouquin? Ouais, ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Merci pour le partage. Effectivement, je pense que c'est complémentaire ou peut-être. Moi, j'ai fait le choix d'un livre beaucoup plus généraliste, on va dire, parce qu'effectivement, je me suis retrouvé dans des groupes de mastermind. Donc, à la suite de ce livre-là, moi, j'invite les gens à trouver soit des partenaires de responsabilité pour aller un petit peu plus loin dans leur projet, parce que c'est toujours mieux quand c'est toujours plus facile de t'engager dans un nouveau chemin quand tu n'es pas tout seul. Et puis, on propose aussi des groupes. Moi, je propose aussi aux gens de partir dans des masterminds. Je leur donne même une règle du jeu pour faire ce mastermind-là. Moi, j'ai participé à des masterminds dans ce sens-là. Et ça peut être vraiment des projets complètement généralistes. Donc, il y en a qui vont vouloir se remettre en forme, par exemple. Mm. Euh, vouloir, suivant justement les différentes réponses qu'ils ont eues en se posant les questions des 7 étapes qu'il y a dans le livre, ils arrivent à un constat que le projet le plus prioritaire pour eux maintenant, par exemple, c'est se remettre en forme. Et donc, on s'est retrouvé comme ça dans des groupes super intéressants et éclectiques où tu arrives à te motiver finalement avec quelqu'un qui a envie d'écrire un livre, un autre qui a envie de doubler son chiffre d'affaires et quelqu'un d'autre qui veut se remettre en forme. Et tu te rends compte que tu arrives vraiment à te motiver et donc il y a un sens en fait à travailler tous ensemble. Donc ouais, je l'ai voulu généraliste parce que parce que c'était vraiment la vision que j'avais avec ce livre-là, même si les autres livres que je fais, que je suis en train de travailler en ce moment, sont beaucoup plus axés au focus sur gestion du temps, monétiser un blog, référencement naturel, etc. Mais effectivement, avant, je me disais, qu'est-ce que je pourrais donner et qui serait une synthèse des questions que je me suis posées moi-même
pour trouver ma direction, trouver cette motivation qui me permet de continuer et qui aide aussi les autres personnes qui ont testé ce livre-là, parce qu'en fait, il a été bâti avec une équipe de testeurs en même temps qui ont testé les exercices. Top. Ben, ça rejoint ce côté comment dire, amélioration continue et le fait d'un moment donné euh, améliorer le livre avant même sa sortie, améliorer la méthode avant même sa sortie. Et ça, c'est top. Et ayant participé moi-même à des masterminds, je trouve que c'est encore plus enrichissant justement quand tu as plein de profils différents, des métiers différents, des personnes qui ont des objectifs différents. Parce qu'en fait, les sessions d'intelligence collective, euh, les masterminds sont, en tout cas d'expérience, je les trouve beaucoup plus enrichissants quand il y a toutes ces personnes mélangées. Et c'est vachement intéressant en tous les cas comme partage. Et d'ailleurs, j'ai vu, donc effectivement, tu partages en fait une structure pour créer son propre mastermind en fiche complémentaire du bouquin. Donc déjà, moi, je trouve que rien que ça vaut l'investissement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Amazon et ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Amazon et vous tapez Dimitri Carlet et vous trouverez évidemment le lien vers le livre Questions et actions. Il y a un moment donné dans le livre où tu expliques, parce que voilà, quand on a envie de créer un business, ou quand on a envie en tous les cas d'améliorer sa vie, il y a un moment donné où les finances interviennent. Et tu expliques que lorsqu'on souhaite développer son indépendance financière, que ce soit par l'immobilier, par l'entrepreneuriat ou tout autre moyen, on est bien souvent traité de capitaliste, d'idéaliste, voire d'utopiste. Ce sont tes mots. Euh, euh, Pourquoi, d'après toi, doit-on développer notre indépendance financière? Pourquoi, d'après toi, il est même primordial de développer, en tant qu'humain, son indépendance financière? Ah, question difficile. Effectivement, alors moi je pars plutôt du constat que pour moi, voilà, effectivement, la valeur argent, quand on va dire je veux gagner de l'argent, je veux être riche, pour moi ça veut vraiment rien dire. Et la vraie valeur que je vois, et de plus en plus, encore plus avec le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, c'est que l'argent, c'est simplement une manière d'avoir du temps. Donc pour moi, je fais vraiment le corollaire entre les deux, c'est-à-dire l'argent permet d'avoir de la valeur et pour moi, en tout cas, ce qui est le plus direct comme transformation de l'argent, c'est comment tu arrives à avoir du temps pour faire ce qui est important pour les autres, pour ta famille, pour toi, pour passer du bon temps pendant les quelques années ou quelques décennies que tu as, qu'on te donne le droit de vivre sur cette terre. Donc, je le vois vraiment comme ça. Donc, effectivement, dans l'intro où je parle de ça, ça part d'un énervement. Moi, je considère que quand tu es énervé, c'est une émotion qui fait partie aussi du registre de l'humain, de l'entrepreneur, etc. Et tu peux toujours trouver une manière positive d'en faire quelque chose. En fait, l'énervement, pour moi, c'est une forme d'énergie. Et c'est ça qui s'est exprimé. C'est qu'effectivement, je crois que c'est des vieux relents d'un de mes premiers livres qui n'avaient pas trop mal marché, que j'avais donné gratuitement. Alors, tu sais, on a tout de suite les phrases ah oui, mais quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il y a beaucoup de choses un peu, malheureusement, trop génériques, je trouve. Et comme on l'a entendu, la catchphrase, on a envie de redire la même chose. Et c'était pas du tout ma volonté, justement. J'avais pris alors faut dire, j'avais pris le livre, le titre c'est 7 techniques pour augmenter ses revenus. Donc forcément, ça a envoyé le message. Les gens ont retenu revenu, ce qui est aussi, je pense, la raison pour laquelle il a été téléchargé plus de 5000 fois. Donc il est gratuit, c'est beaucoup plus difficile quand c'est vendu, quand c'est un bouquin payant. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, c'est pour créer une communauté. Alors effectivement, c'était pour créer une communauté de gens intéressés par ça. Mais le message vraiment que j'ai essayé de délivrer derrière, c'est l'indépendance financière au sens où tu crées de la valeur et effectivement, tu peux, grâce à ça, avoir des revenus et l'utiliser pour gagner de la liberté, du temps, euh, plein de choses pas que pour toi, pour les gens qui sont autour de toi et qui peuvent bénéficier de cette liberté-là. Mais effectivement, à l'époque, j'ai perdu, je pense, des amis où j'ai eu beaucoup de critiques de gens qui me disaient ah, t'es devenu capitaliste, c'était le mal, tu vois, c'était vraiment la réaction. Ça me fait penser alors je me compare pas du tout à Tim Ferriss, mais il avait reçu énormément de critiques quand il avait écrit le livre La semaine de 4 heures.
parce que les gens étaient restés sur le titre, qui était un titre qui marchait, ils l'avaient testé par la pub, et c'est pour ça qu'ils l'avaient choisi. Alors, c'est une démarche, certes, comme marketing commercial pour vendre plus de livres pour sa part. Moi, c'était pour qu'il y ait plus de gens qui puissent lire mon livre. Mais effectivement, ce qui m'a embêté, c'est les critiques de ceux qui ne sont pas allés plus loin que juste le titre, quoi. Et donc, je pense qu'il y a une partie de ça qui est ressortie dans l'intro. Mais ça rejoint aussi la discussion qu'on a eue un peu en off sur le côté que quand on écrit un bouquin, on a un message à faire passer, on a envie que ce bouquin puisse aider d'autres personnes. Et il y a une bonne majorité des personnes, des auteurs, qui se focalisent sur le contenu et pas forcément sur le marketing qui est autour. Or, Tim Ferriss, il a tout compris et je pense qu'on on a compris quelque chose. En tout cas, je ne sais pas si on a tout compris, mais on a compris quelque chose en choisissant des titres de livres. Enfin, voilà, moi, mettre du bonheur dans ton business, 3 étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. C'est un titre que j'ai voulu vendeur et j'ai testé. Au début, le bouquin, ça s'appelait du business à l'épanouissement. Ça fonctionnait moins. Toi, voilà, c'est C'est sûr. question et action. Il y a un sous-titre, tu parles de vivre ses rêves. Mais c'est normal parce que de toute façon, ce livre va changer la vie de certaines personnes et va déplaire à d'autres. Et ça fait partie du jeu. Et voilà, je me permets de rebondir parce que ça m'anime et c'est clair que qu'on s'éloigne un petit peu de la question qui était pourquoi, d'après toi, on doit devenir indépendant financier, enfin, pourquoi c'est important de devenir indépendant financièrement. Donc, toi, tu fais vraiment ce lien entre si je suis indépendant financièrement, je peux me libérer du temps quand j'en ai besoin et quand j'en ai envie. Ouais, c'est ça. Et effectivement, après, ce temps, tu peux l'investir dans quelque chose qui sera bon pour la société. Tu vois, ça me fait penser à un exemple, une discussion que j'avais eue dans le podcast numéro 4, je crois, avec Nicolas Dodin, qui a créé le site ABC Argent. Donc, voilà, un titre très, très énonciateur. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bénévolat maintenant parce qu'il n'a plus besoin il a vraiment beaucoup de revenus, quoi. Il a des revenus passifs et ce site-là, en tout cas pendant une certaine période, lui a permis de faire du bénévolat et d'avoir un impact positif pour la société. Donc, ouais, pour moi, c'est ça. C'est qu'effectivement, bah, tu peux aussi t'en servir pour remplir le frigo ou pour partir en vacances, pour t'acheter une belle voiture. Mais c'est pas la vision que j'ai, moi, de l'indépendance financière. Mais après, chacun peut voir ce qu'il peut en faire. Ouais, c'est surtout de la liberté. Mais ça peut être aussi la liberté de te dire, bah, j'ai un peu plus les coups des franches. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un impact encore pour plus aider. positif? De toute façon, il y aura toujours des personnes pour critiquer. Quand tu vois que des personnes, on peut le dire, riches, donc je ne veux pas citer parce qu'il y en a plein de toute façon, mais quand tu as une personne riche qui va donner, par exemple, à une œuvre caritative, on va dire, ouais, mais c'est pour qu'il soit visible, ouais, mais c'est pour qu'il soit exonéré de TVA, etc. Or, si l'intention derrière, c'est réellement d'aider, où est le problème? Alors oui, peut-être que ça rend visible enfin voilà, bref, on pourrait en parler des heures, je pense, Ouais, je pense qu'on pourrait faire un épisode spécial sur ce rien que sur ça. sujet-là. Tout à fait. Et mais du coup, je vais rebondir sur le côté où à un moment donné aussi tu parles d'une personne qui était un financier de haute voltige et qui a décidé à un moment donné de sa carrière et de sa vie de devenir apiculteur. Euh, à ton avis, enfin, d'après toi, qu'est-ce qui fait que de plus en plus de personnes ont envie d'un changement professionnel ou voire même carrément un changement radical dans sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de plus en plus de burn-out, de bore-out, de déclics qui font que les gens ont envie de changer radicalement de vie? Parce qu'en fait, ton livre aide aussi à prendre conscience de ça, d'après moi en tous les cas. Bah, c'était un des objectifs, effectivement. Je m'adresse dans ce livre-là aux gens que j'ai pu côtoyer ou même parfois j'ai aussi, moi, perçu ce genre de situation où ouais, tu te demandes si tu es fait pour ça. Est-ce que tu ferais pas mieux de changer complètement de métier? Là, je prends l'image du financier, du CAC 40 ou de haute voltige qui se transforme et qui devient apiculteur. C'est un peu le cliché. Donc, c'est aussi cette image d'Épinal qui m'énerve un petit peu de temps en temps parce que tu vois sur les magazines et
et tu n'as rien en fait à l'intérieur qui t'explique comment la personne est censée avoir fait. Ça te fait une belle image et puis à la fin, bah, tu lis ça pendant l'été et tu te dis chouette, un jour je pourrais changer. Mais voilà, j'avais envie de creuser un petit peu. Donc, c'est un peu ironique quand j'utilise cette image-là. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de professions, de personnes qui se retrouvent, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, ça peut être à 25 ans, ça peut être 2 ans après avoir commencé dans la vie active, qui se rendent compte que ben, ils trouvent pas de sens à ce qu'ils font. Donc, c'est ça vraiment la notion de sens. Et je pense qu'on a des modes de management aussi qu'on peut évoluer qui font qu'à un moment donné, bah, non seulement tu ressens pas toi le sens de ta contribution dans ce que tu fais au quotidien, en plus tu as de plus en plus de pression, je sais que c'est un peu l'image à la mode aussi, mais tu as l'impression d'être gouverné par les fichiers Excel, par les KPI, les objectifs, etc. Et finalement, tu as on te dit en même temps, attention, c'est important, le bien-être au travail, attention, c'est la sécurité en premier, et attention, il faudrait quand même que tu me rendes vite le rapport avant hier, si possible demain, ou le plus tôt possible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des injonctions paradoxales comme ça au quotidien, et où au final, tu vois, ça me fait penser à un autre point. Je pense qu'en plus, tu rajoutes une couche par là-dessus de, de, d'emails, de sollicitations un peu instantanées, comme il y avait moins en fait à une époque. Ah, tout à fait. J'ai lu un livre qui s'appelle Deep Work très récemment, en préparation du livre que je suis en train de faire. Euh, et justement, il en parle. Il y a des gens, on retrouve en fait le, on arrive à comprendre l'intérêt de se concentrer sur une seule tâche pendant toute une journée, comme le forgeron qui va essayer de forger la plus belle lame, comme le tourneur sur bois, comme l'apiculteur qui va pouvoir se concentrer, être dans un état de flow en fait. Et je pense que on a de plus en plus en fait des professions dans les bureaux ou pas d'ailleurs, mais dans un cadre on va dire traditionnel qui s'éloignent de plus en plus de ça, de cette sensation où tu peux être concentré sur ce que tu fais et où ce que tu fais, ça t'apporte Ouais. ça te procure du plaisir et du bonheur pendant que tu le fais. Et je pense que c'est de plus en plus dur quand tu as un boulot de cadre ou un Ouais, boulot moderne, en fait. c'est juste et aussi le fait que on doit de plus en plus être multicasquette et donc au final on fait pas spécifiquement ce en quoi on est vraiment bon. Déjà il y a le fait d'apprendre à connaître sa zone d'excellence. Là on peut faire le lien par exemple avec Jim Collins et son livre Good to Great où il parle du concept hérisson ou bien on peut parler de l'ikigai. Mais au-delà de ça, avoir trouvé sa zone d'excellence, euh, c'est bien, mais il faut que le boulot qu'on fasse nous permette d'utiliser cette zone d'excellence. Et ça rejoint notamment ce que tu viens de dire. C'est pas toujours le cas, et surtout quand on est salarié, je pense on a moins aussi de flexibilité, de possibilité de s'épanouir, d'utiliser cette zone d'excellence, parce que le management, on va dire classique, ne le permet pas forcément. Et c'est aussi, je pense, pour ça, et je veux bien ton avis là-dessus, qu'il y a de plus en plus de personnes qui, justement, veuillent un side hustle, qui veulent créer leur, euh, leur projet à côté. Parce que dans leur projet, ils redeviennent, entre guillemets, maîtres de ce qu'ils peuvent faire. Alors attention, et c'est là vraiment ce sur quoi moi je travaille avec Made du Bonheur dans ton business, c'est de ne pas tomber dans le piège de devenir son propre patron et de redevenir esclave, entre guillemets, de sa propre activité. Parce que ça aussi, c'est une chose qui arrive malheureusement. On pense qu'en devenant indépendant, en fait, on va faire ce qu'on a envie quand on en a envie. C'est pas le cas et on peut vite se retrouver dans un piège. Par exemple, prendre un commerce, ouvrir un commerce physique alors qu'on rêve de voyager. C'est complètement aller euh, c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre et pourtant il y a des personnes qui le font parce qu'elles ne se posent pas forcément les bonnes questions. Et on en revient aux questions justement. Donc ton livre s'appelle Questions et actions. Et comme j'aime le dire, sans action, pas de résultat. Donc là, on a vu que c'était, depuis le début de l'interview, que c'était vraiment important de se poser des questions, sauf que le seul fait de se poser ces questions ne vont pas amener de résultats. Concrètement, toi, dans l'approche du bouquin et dans les 7 étapes que tu proposes, qu'est-ce que l'on fait ou qu'est-ce que tu proposes de faire
après avoir réalisé cette introspection et avoir obtenu des réponses et des pistes de ce qu'on a envie de faire dans sa vie. Ben, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est d'ailleurs, je le dis dans le livre, le risque, ça serait aussi de se poser trop de questions, de se poser plein de questions. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu fais pour transformer ça en énergie, en action? Et c'est important justement de pas rester là. Moi, c'est vraiment du vécu. Hein, pendant 10 ans, j'ai mis 10 ans à me rendre compte que je pouvais lancer mes side hustle et que c'était possible en même temps qu'un boulot, que je pouvais finalement passer à l'action. Et, et donc, dans l'approche dans le livre, c'est vraiment se dire aussi, à un moment donné, on ouvre au maximum. Donc ça, la moitié du livre est vraiment sur comment je fais pour ne passer à côté de rien, de ce qui fait les choses qui m'intéressent, qui fait que je suis moi, ma mission de vie, mes objectifs, les choses vraiment importantes pour moi, l'évaluation de ma situation. Et puis mes rêves aussi, c'est se reconnecter avec l'enfant de 4 ans. C'est un peu l'image aussi cliché, mais c'est ça. À l'époque, on te disait que tu pouvais devenir, quand tu avais envie d'être astronaute à 4 ans, on te félicitait. Mais très rapidement, il y a eu un passage où quand tu avais ce genre de rêve, on t'a vite dit, bah non, passe ton bac, fais tes diplômes, etc. Donc, moi, j'essaye vraiment d'ouvrir au maximum et de faire ouvrir au maximum au lecteur pour se reconnecter à ça. Et après, effectivement, passer à l'action. Et souvent, bah, pour moi, ça passe par un choix, c'est-à-dire pas forcément un choix à vie, mais quand tu as 10, 20, 30 options de choses que tu adorerais faire, euh, moi, là, vraiment, l'enseignement que j'ai appris moi-même hein, dans la vraie vie, c'est moins tu as d'objectifs que tu vas chercher à atteindre très rapidement et plus tu auras de chances de les réaliser. Donc, effectivement, j'en arrive à conseiller aux lecteurs d'arriver à choisir, si possible, maximum 3 projets principaux pour tout de suite et même, dans l'idéal, un seul. Et de pouvoir se consacrer sur un objectif unique, sachant que je ne dis pas qu'il faut faire une croix sur tout le reste, mais c'est vraiment se donner l'expérience au lecteur de se lancer dans quelque chose pendant 6 semaines. Et vraiment, pendant 6 semaines, se consacrer à un seul projet si c'est possible, parfois 2 ou 3, on peut se dire, ouais, pourquoi pas, parce que si tu as des attentes et que tu attends des réponses d'autres personnes, mais vraiment, si tu peux te consacrer pendant 6 semaines, donc je donne par exemple un exemple, ton rêve, c'est d'écrire un livre, bon, je reprends souvent cet exemple, euh, effectivement, qu'est-ce que tu peux faire en 6 semaines? Le premier objectif, si tu n'as encore jamais fait ça, c'est est-ce que tu peux pas écrire le premier jet de ton livre en 6 semaines? C'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret. Et plutôt que de dire mon rêve, ça serait d'être écrivain, est-ce que tu peux pas plutôt te fixer un objectif de te dire, OK, pendant 6 semaines, je vais faire vraiment le maximum pour écrire mon premier jet. Et à la fin de ces 6 semaines, tu choisis ce que tu fais. Si vraiment tu t'es donné tous les moyens d'arriver jusqu'au bout et que tu as écrit un premier jet, il y a quand même de bonnes chances, quand tu as fait 20 ou 30 000 mots, que tu donné les moyens, que tu aies envie de passer à la À suite. la suite, bien sûr. Ou alors que tu te dises aussi, bah, finalement, c'est pas pour moi, mais tu ne te dises pas simplement au bout de 2 jours parce que tu t'es rendu compte qu'écrire des mots, finalement, c'est moins glamour que dire je suis écrivain. Et donc, vraiment se donner la chance de tester jusqu'au bout. Moi, c'était aussi du vécu. À un moment donné, j'ai cru que j'allais devenir rédacteur web parce que je trouvais ça génial. Du jour au lendemain, c'était une des pistes de Side Hustle. Je m'étais lancé en challenge sur le groupe. Et puis, ça a changé ma vie pour plein de choses. Mais au bout de 30 jours, je suis vraiment allé au bout des 30 jours du challenge que je m'étais fixé à l'époque. C'était 30 jours, mais j'aurais pu faire 6 semaines. Et à la fin, je me suis dit, plus jamais j'écris pour des clients. Et parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de la passion d'écrire. Et je me suis rendu compte, ça m'a ouvert les yeux. Et je pense que si aujourd'hui je suis très axé sur les livres, c'est du fait de cette expérience-là. Donc, vraiment, c'est ça. J'invite les gens à un moment donné à faire un choix qui n'est pas un choix à vie, mais un choix d'au moins 6 semaines, se donner les moyens de tester une idée. Donc, je les aide aussi à classer. Il y a tout un système de classement où ils ont juste à cocher des croix et mettre des notes. Et très rapidement, le système leur donne une idée des 2 ou 3 prochains projets prioritaires pour eux qu'ils devraient tester sur 6 semaines. Yes. Et ainsi de suite. Mais ça rejoint ce concept d'amélioration continue et tu travailles dans ce domaine-là, donc c'est pas pour rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut se rendre compte par l'expérience si ça nous correspond ou si ça ne correspond pas. Par exemple, j'ai accompagné une cliente qui s'appelle Delphine. Elle hésitait entre deux types de clients. Et donc, il y avait d'un côté donc des indépendants, des freelances qui avaient besoin
de consultance en communication. Donc, elle est consultante en communication. Et de l'autre côté, elle hésitait aussi à travailler avec des grosses boîtes dans le bien-être, dans le domaine du bien-être et de la pharmacie. Et je lui ai proposé de tester les deux. Donc, elle a organisé des conférences avec, à destination de freelance, d'indépendants, etc. Elle en a fait deux, elle a rencontré le public, elle a testé, etc. Et de l'autre côté, elle démarchait des clients de grosses boîtes. Et elle s'est rendue compte que ce qu'elle adorait faire, c'était travailler avec les grosses boîtes. Mais c'est pas venu du ciel, c'est parce qu'elle a testé qu'elle a pu valider ça. Et donc, toi, ce que Ouais. tu proposes, c'est de se poser des questions, de passer à l'action. Et donc, le livre s'appelle Questions et actions. C'est bien trouvé, c'est bien Dimitri. C'est génial. En tout cas, enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé le livre. Tu apportes des outils concrets. C'est ce que j'aime. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Et je pense que ton livre va changer la vie de pas mal de personnes, en tout cas ceux qui laisseront la chance à ton livre et qui se le procureront. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clôturer cette interview? En tout cas, c'est un bel échange. On pourrait parler des heures, je pense. Donc, il y a un moment donné ou un autre où toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis, pourquoi pas faire un épisode une fois sur un sujet. Voilà, je pense qu'on pourrait parler des heures. Mais voilà. Si tu avais un mot de la fin à dire aujourd'hui aux personnes qui écoutent la communauté businessbonheur.com, qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui à ces personnes? Bah, déjà, je te remercie encore une fois de partager le livre. Et effectivement, je l'ai écrit pour qu'il puisse aider. Donc, j'espère que ça peut aider quelqu'un. Vraiment, le message que j'aurais, c'est, tu le mets d'ailleurs dans ton livre, hein, tu dis, il vaut mieux fait que parfait, ou il faut se lancer avant d'être complètement prêt. Et pour moi, c'est le meilleur message qu'on peut donner à tous ceux qui cherchent à entreprendre et à se lancer. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de me répéter moi au quotidien. Je ne dis pas ce message-là en disant ok, moi je le maîtrise et tout est parfait. Mais vraiment, c'est quelque chose, une phrase que j'essaye de me répéter le plus souvent possible. À chaque fois, je relance quelque chose parce que tu as vite fait de perdre 3 mois, 6 mois, un an. Tu veux te reformer sur un autre truc, tu veux peaufiner, etc. Je le dis aux gens qui écrivent leurs livres aussi. Le premier jet, la première fois, on a tendance à y passer. On peut y passer un an ou 10 ans à écrire un premier jet. Mais on peut le faire aussi en 30 jours ou en 6 semaines. Et finalement, le résultat, il sera certainement meilleur quand tu lances quand c'est pas parfait, parce que déjà, tu vas passer à l'action, puis ça va vraiment voir le jour. Et c'est ça, finalement, qui te fait évoluer et qui te fait faire le deuxième projet, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Vraiment se lancer, passer le plus vite à l'action possible, préparer les choses, ok, se poser des questions, mais très rapidement passer à l'action. Yes, car sans action, pas de résultat. J'aime le dire et je pense que c'est important. Et c'est pour ça que le titre de ton livre, Questions et actions, est très bien trouvé, résume très bien comment, comment on va fonctionner. On a une hypothèse, on passe à l'action, on obtient des résultats, on tire des conclusions, on a de nouvelles hypothèses, on passe à l'action, etc., etc. Et on crée un cercle vertueux plutôt que de fantasmer son projet sur papier et faire qu'il ne sorte jamais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété ton livre et le message que tu as voulu partager. Exactement. Bah, c'est exactement ça. Eh ben, écoute, Nickel. je suis ravi en tous les cas d'avoir pu t'accueillir sur la chaîne businessbonheur.com. Merci Dimitri. Bah, merci Je à toi, mettrai, David. avec grand plaisir. Je mettrai les liens en description de la vidéo et en description du post, évidemment. Tu peux juste peut-être nous donner le nom de ton site internet pour clôturer. Et comme ça, après, ben, j'ai ma petite formule de clôture habituelle et on terminera là-dessus. Ok, alors bah, le site c'est Side Hustle France. Donc Hustle c'est le mot américain Hustle, Side Hustle France. .com et puis on nous trouve aussi sur Facebook, il y a un groupe d'entraide, donc il suffit de taper Side Hustle France sur Facebook aussi pour nous trouver. Yes. Ben écoute, merci beaucoup Dimitri. Donc Dimitri, auteur, une dernière fois, comme ça vous le savez, et vous ne pourrez pas vous tromper, de Questions et actions, prendre le contrôle, passer à l'action et vivre ses rêves en auto-édition sur Amazon. Et d'ailleurs, tu te spécialises dans le domaine de l'auto-édition. Donc si vous avez des questions sur le sujet, contactez aussi Dimitri Carlet. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com avec un invité super sympa,
Dimitri Carlet. Merci à toi, Dimitri. Merci David, merci à vous.